rencontré il y a de cela 10 ans. Pourquoi notre rencontre avec Awa? Nous l'avons rencontré grâce à notre papa, Elas Draman Doucouré, qui est notre guide, qui est notre référence. Awa venait de son village. C'est une sérère. Elle est venue ici à Dakar pour chercher du travail en tant que ménagère, comme on dit souvent, une boniche. Elles étaient une vingtaine de personnes. Disons que toutes les 19 personnes ont eu un boulot. C'est fait. Pourquoi? C'est dû à sa déformation physique. Elle était stigmatisée, humiliée, touchée à son honneur. Et notre papa, Elas Draman Doucouré, a eu écho de la situation d'Awa à travers une autre femme de ménage. Il est allé vers Awa. Il l'a fait venir à la maison, on a discuté, il nous a fait part de sa situation. Automatiquement, le même jour, il l'a engagé. Depuis ce jour, Awa est devenue une famille, est devenue une sœur, est devenue une fille pour nous. C'est elle qui s'occupait de tous les travaux dans la maison, de nos enfants, de nos neveux et de nos nièces. Quelques instants plus tard, notre grand frère ici présent, Boubacar, qui vit en France, est venu en vacances. Il a été sidéré de la situation d'Awa. Il a commencé à faire des démarches ici à Dakar, à faire le tour des hôpitaux. Aux dernières nouvelles, on est allé à la clinique Pasteur, où ils nous ont présenté un bilan, un devis estimatif pour une intervention chirurgicale qui est estimée à coût de 6 millions. Les moyens étaient limités, mais il n'a pas croisé ses bras. Il est retourné en France, où il travaille dans un hôtelier qu'on appelle Hôtel de Meurice. Il est syndicaliste aussi. Il n'a ménagé aucun effort avec des organisations là-bas pour espérer trouver une issue meilleure pour Awa. Tout a été fait, malheureusement. Et un an après, il est revenu encore. On discutait lors d'un dîner. Il m'a parlé encore à cœur ouvert, en me disant: Aruna, moi je suis très touché de la situation d'Awa. Je ne peux pas me permettre qu'elle continue de vivre ainsi. Aujourd'hui, elle est chez nous, mais demain, qu'est-ce qu'elle serait? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Tôt ou tard, elle va aspirer à rentrer chez elle. Mais dès l'instant, elle a perdu sa dignité. Il va falloir qu'on trouve une issue ou une solution pour qu'elle puisse se retrouver, pour qu'elle puisse s'intégrer dans la société. Je me suis renseigné à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et par la grâce du Très-Haut, nous avons rencontré le docteur Awa Gueye, qui est l'homonyme de Awa. Toute une journée, nous avons été très accueillis au niveau de la direction. Ils nous ont compris leur démarche administrative en nous faisant comprendre que les traitements se font en Guinée, mais c'est par campagne. Nous avons dû échanger nos contacts et on est retourné tout en gardant espoir. Et Dieu sait que Awa, c'est une partie de nous-mêmes. Parce qu'elle faisait tout pour nous. On faisait quasiment tout avec elle. Pour qu'elle puisse se sentir protégée, pour qu'elle puisse se sentir en sécurité. 2 mois, 3 mois plus tard, nous avons reçu un appel de Mme Touré, qui est la secrétaire de Dr Kodo Badian ici présente, que je remercie au passage. Elles n'ont ménagé aucun effort. Elles ont remis ciel et terre jusqu'à ce que Awa puisse devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc nous leur disons merci, car comme disait Henri Bicheux, la reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme. Awa retrouve aujourd'hui son intégrité physique, elle retrouve aujourd'hui sa dignité, son honneur. J'ai été ébahi aussi à son retour de son voyage en Guinée-Bissau, quand sa maman m'a appelé pour nous formuler des prières. Aujourd'hui,
nous sommes honorés parce que nous avons tout entendu. Surtout quand elle quittait ici à Dakar pour aller à Bissau. Il y avait, comment dirais-je, des commentaires ignobles à notre encore. Mais on avait foi. Je me rappelle, j'ai dû même appeler la maman de Awa pour la rassurer. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits et nous vous remercions aussi pour tous les efforts et actions que vous consentez. Parce que ce n'est pas facile. L'anoma, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, plus jamais ça. Je vous remercie. J'ai eu la chance quand même, durant un de mes reportages sur les productions de maraîchage au niveau de la zone des Niayes, de rencontrer Malik. Malik, c'est un jeune qui a perdu donc l'usage, en tout cas, et le plaisir de vivre à l'âge de 2 ans déjà. À 2 ans déjà, il ne savait ni manger et puis il faisait que crier et pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai réussi quand même à prendre une petite vidéo de 4 minutes qui existe déjà dans mon site, ici Live Thiès, et de le mettre à l'appréciation du monde entier. J'ai continué mes recherches. Je suis parti à l'hôpital régional de Thiès, dénommé hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. J'ai vu celle qui s'occupe de tout ce qui est action sociale, et elle m'a orienté vers, en tout cas, le dentiste. Ensuite, on nous a demandé de faire un dossier médical. Je me suis tellement engagé que moi-même, j'ai demandé à son père de laisser tout entre mes mains, ce qu'il a accepté, sa maman également, qui sont restés au village, et le village s'appelle Sintundong. Sintundong, c'est dans la zone des Niayes, dans la région de Thiès, département de Thiès. Et toutes les analyses, tout ce qui est en tout cas voyage pour Malik, nous avons pris de notre poche pour le faire. Et après dossier médical, nous avons réussi quand même à rentrer en contact avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et grâce à Madame Badian, Dr Badian Kodou, il est allé donc faire cette intervention chirurgicale à Guinée-Bissau. Et après cette intervention chirurgicale, il est resté quand même presque 2 ans, parce qu'il y avait le Covid, ou la Covid. Et son père est allé le voir une fois. Mais quand il est revenu, son père, qui auparavant me disait que lui, il attend que sa mort, parce qu'il a tout essayé, et voilà ce qu'il m'a dit, très fataliste. On attend qu'il décède, et puis voilà, on va l'enterrer, parce que moi, je suis très fatigué. Non seulement la famille a dépensé ses sous, les villages se sont cotisés, c'est un petit village d'environ 500 personnes, se sont cotisés. Mais voilà, j'attends que ça, et puis voilà. Mais quand son père est allé en Guinée-Bissau, il est revenu, vraiment, voilà, c'était la joie, c'était l'allégresse dans la famille. Et malheureusement, au retour de Malik, nous l'avons caché d'ailleurs. Docteur Kodou m'a parlé, d'autres m'ont parlé, qu'il ne faudrait pas que son père sache qu'il est, que son fils Malik sache que son père est décédé entre-temps. Donc c'est son père qui pensait que son fils allait décéder avant lui, c'est lui qui est parti avant Malik. Alors c'est ce qui m'a beaucoup touché, parce que moi qui avais pris l'action d'accompagner, je me retrouve dans une situation où est-ce que j'ai fait mon devoir jusqu'au bout? Voilà une question qui me trotte jusqu'à présent dans mon forêt intérieur. Et comme ça, voilà, il est parti, sans revoir son fils, qui est revenu en bonne santé et qui aujourd'hui, avec son grand frère, le fils aîné, est en train en tout cas de s'activer dans la production maraîchère. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lamine Sissé, le frère de Boubacar Sissé, un survivant du maladie Noma.
Boubacar, comme vous l'avez constaté, il a vécu avec cette maladie dès le bas âge. Il allait être entre 3 et 4 ans. Et cette maladie, c'était difficile pour lui, mais également pour la famille. Pour lui, pourquoi? Parce que ça lui a empêché d'avoir la scolarisation. Il était stigmatisé, non pas la scolarisation, pas de métier, ni rien. Et ça, c'était difficile. Il ne pouvait pas s'associer à ses camarades. Il est toujours à la maison. Ça, c'était lui. Et quant à la famille, avec les maigres moyens, Boubacar est resté 1 an jour pour jour à l'hôpital régional de Ziguinchor. Et c'était difficile. Et après, il est venu ici à Dakar par l'intervention d'un parent qui, en ce moment, ne pouvait pas supporter le coup. Finalement, on s'est remis en là. On est resté, on a demandé à tout le monde, si jamais quelqu'un voit des bonnes volontés, qui peut vraiment aider la famille à ce que Boubacar puisse être dans la société. C'est à travers moi-même, lors d'un débat, quelqu'un m'a signalé qu'il aurait entendu qu'il y a des gens qui font des interventions à Bissau. Et je me suis déplacé moi-même pour un premier temps, à aller faire des recherches jusqu'à ce que j'ai trouvé le centre de santé, le centre qui s'appelait le centre de Noma. Il se trouve en face de l'hôpital principal militaire de Bissau. Là, j'ai inscrit son nom et j'ai laissé mon numéro de téléphone. Et après, ils m'ont appelé un jour pour dire que Boubacar pouvait partir parce qu'il devait y avoir des médecins qui devaient faire l'intervention. On est allé 4 ans de suite. À chaque fois qu'on partait, il ne pouvait pas être pris en charge. Ce n'est qu'à la 5e fois que Dieu a fait qu'il a été pris en charge par Noma. Et voilà, aujourd'hui, il commence à faire des activités. Et pour vous dire que c'est un bon footballeur, mais voilà quoi. Donc ça a été difficile pour lui. Actuellement, il n'a ni l'éducation, ni un métier. Et j'aurais fini par faire un plaidoyer, parce que quand j'ai écouté vraiment tous les intervenants, c'est avec plaisir. J'ai écouté l'OMS, j'ai écouté Kodou, vraiment l'action qu'ils sont en train de faire. On a parlé au téléphone, on ne s'était pas encore vu il y a, je crois, 2 ans, sur les questions de Boubacar. Donc cette plaidoyer, c'est qu'au-delà de cette prise en charge, c'est-à-dire sur la chirurgicale, la survie, c'était important. Parce que imaginez quelqu'un à cet âge-là, par exemple la fille qui est à côté, il n'a pas d'éducation, il n'a pas de métier. J'aurais demandé à ce qu'il y ait un accompagnement aussi, pour qu'eux aussi puissent peut-être trouver un emploi, ou c'est pas un appui, un financement, je ne sais quoi. Parce qu'à Bissau, l'année dernière, il y a 3 ans de cela, ils les ont appelés, poser des questions sur ce qu'ils veulent faire. Éventuellement, peut-être qu'il y aura un accompagnement, mais jusqu'ici, voilà quoi. En fait, le maître mot, c'est la prévention. C'est la prévention et pour cela, il faut faire du bruit. Il faut que faire connaître le Noma à l'échelle de la scène, à tout le monde, pour que nul n'ignore son existence et qu'ensemble, on puisse développer des actions conjointes pour mettre fin à cette maladie. Et cela nécessite donc que l'approche multisectorielle et intrasectorielle soit privilégiée, parce qu'en fait, on l'a vu dans les facteurs de risque. La lutte contre le Noma implique un certain nombre d'actions qui dépassent même le secteur, que seul le secteur de la santé ne peut pas porter. La première action qui apparaît dans l'OMS, c'est le renforcement de la recherche sur le Noma. Nous avons encore beaucoup de domaines d'incertitude en matière de la maladie Noma. Et c'est pour ça que nous recommandons que les chercheurs se penchent davantage sur la question Noma pour apporter de nouveaux éléments
qui vont permettre de mieux comprendre la maladie et donc de guider les politiques de prévention et de prise en charge. La deuxième priorité d'action, c'est de renforcer les programmes nationaux de santé bucco-dentaire. Parce que, après tout, on a vu les maladies de la bucco-dentaire. Le troisième volet d'action, c'est le renforcement de la couverture sanitaire universelle. Parce que c'est l'accès aux soins, et vous l'avez vu dans le film, le manque de financement pour accéder aux soins fait que les populations ne recourent pas tôt aux soins de santé lorsque les enfants sont malades. Et donc, ça explique les complications qui se viennent par la suite. Donc, nos pays, nous les encourageons fortement à renforcer les mécanismes d'accès universel aux soins des populations. Dans ce domaine, il faut dire que le Sénégal est assez avancé, parce qu'ici nous avons un programme d'assurance maladie universelle qui fonctionne assez bien et qui fait la fierté du pays dans ce domaine. Le dernier volet d'action, c'est qu'il y a des plans d'action conjoints des partenaires au niveau global pour renforcer le financement de la lutte contre le NOMA. Et l'OMS va porter cette question parce que, comme je l'ai dit au départ, le NOMA est une problématique majeure du développement durable. Et si nous voulons être au rendez-vous des objectifs de développement durable d'ici 2030, il faut vraiment qu'il y ait des politiques intégrées, multisectorielles et multipartenaires de prévention et de gestion du NOMA. Je vous remercie. Je peux simplement peut-être vous partager quelques éléments sur le processus qui a été mené depuis maintenant presque 2 ans. En fait, l'ambassadeur rappelait les différents critères et le NOMA répond aux 4 critères pour l'inscription sur la liste des maladies tropicales négligées. Le NOMA remplit ces critères parfaitement, on peut le voir. Donc, à partir de là, un dossier de preuve a été développé par une coalition de chercheurs, de partenaires humanitaires, financiers. Les donateurs, vous rappeliez aussi, ont un rôle important et une connaissance de ces sujets. Donc un dossier de preuve a été développé qui a été soumis en janvier au groupe stratégique et technique de l'OMS sur les maladies tropicales négligées. Le Nigeria est donc le pays qui a soumis cette requête comme principal sponsor avec le soutien, et là c'est quelque chose qui a priori est sans précédent, avec le soutien de 31 pays de 5 régions différentes du monde. On peut bien sûr partager avec vous la liste précise, hein, mais bien sûr le Sénégal en fait partie et la ministre de la Santé a soutenu cette initiative et donc les ministres de la Santé de 32 pays différents se sont engagés sur ce sujet. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais je voudrais simplement mentionner le fait qu'il y a 15 pays africains qui se sont engagés sur ce dossier et 9 pays européens, mais aussi des pays de la région du Pacifique et des pays américains. C'est très important et c'est très intéressant de voir la diversité des pays qui demandent l'inclusion du NOMA sur la liste. Pour en revenir à ce que disait Marc tout à l'heure aussi, et c'est un des critères, le NOMA n'est pas du tout une maladie africaine, c'est une maladie vraiment globale et c'est une problématique globale, et c'est pour ça que tellement de pays à travers le monde se sont engagés. Par exemple, la République de Corée fait partie des pays qui soutiennent ce dossier parce que récemment, dans les 10 dernières années, un cas a été identifié là-bas. Donc il y a des pays très différents qui se sont engagés sur ce dossier, et c'était aussi quelque chose qui a été mentionné précédemment. Je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons un plan de lutte contre le NOMA qui a été institué au pays, ici au Sénégal, depuis le premier plan date de 2006. Donc depuis 2006, nous nous développons à mener des actions de terrain pour lutter contre cette maladie. Donc nous avions à l'époque des plans annuels contre le NOMA, donc plan d'action, donc avec des différents objectifs.
stratégiques et des indicateurs à renseigner. Maintenant, donc, d'un plan annuel, nous sommes passés à des plans triennaux et actuellement, nous avons élaboré l'actuel plan en 2021, c'est un plan quinquennal de lutte contre le noir 2022-2026. Et ceci avec l'appui de l'OMS, donc, donc avec aussi des partenaires, d'autres partenaires qui sont derrière, notamment Extraction Nomo, et une ONG donc, qui appuie l'OMS à lutter contre le nomadisme au niveau du 10 pays prioritaires de la zone afro de l'OMS. Donc ces plans d'action dans du renforcement des capacités, nous avons aussi beaucoup d'activités de mobilisation sociale, de sensibilisation des communautés et des personnes sur le moment. Et nous avons aussi un volet de prise en charge. Donc le renforcement des capacités se fait sur la base donc, de la détection précoce, mais aussi de la prise en charge précoce. Donc nous avons aussi un guide de prise en charge qui a été élaboré à l'OMS qui sert beaucoup donc, à appuyer les personnels de santé, à connaître donc, le protocole de traitement à chaque stade du malade. Donc la prise en charge se fait depuis le poste de santé jusqu'au niveau de l'hôpital. Tout dépend du stade d'évolution de la maladie. Donc au stade précoce, la prise en charge peut être faite par l'infirmier, la sage-femme ou même l'assistant infirmier. Après maintenant, si la prise en charge dépasse ses compétences, il peut le référer au niveau du centre de santé avec donc le médecin, autour des spécialistes, mais aussi autour du chirurgien dentiste. Mais dans les cas quand le moment arrive au stade de nécrose, donc vraiment la phase la plus aiguë, où la létalité la plus élevée, c'est la phase de gangrène. Donc à ce niveau-là, la prise en charge est multidisciplinaire. Donc il y a pratiquement tous les acteurs, les professionnels de la santé de l'enfant qui s'activent autour donc, de la prise en charge, avec donc au centre du chirurgien dentiste. Et souvent aussi, ça dépasse les compétences donc, et ça arrive au niveau des structures spécialisées, au niveau des hôpitaux. Et maintenant, quand la personne arrive au niveau de la phase séculaire, donc cicatrisée avec des défigurations du visage, là maintenant, nous faisons intervenir nos partenaires pour aider à la prise en charge chirurgicale. Donc là, au Sénégal, nous avons quand même, maintenant, nos praticiens hospitaliers travaillent avec certaines ONG qui font venir donc certains spécialistes en chirurgie, stomatologie, maxillofaciale, qui viennent les appuyer et la prise en charge peut se faire ici au Sénégal, notamment au service d'ORL de l'hôpital de Dantec. Et certains cas ont été amenés en Bissau où il y a un hôpital, un centre de prise en charge des chirurgies du Noma, comme ce qui se fait au Nigeria. Donc ils sont implantés au Burkina et il y a d'autres personnes qui ont été prises en charge dans des structures pareilles au Burkina Faso, d'autres en Suisse, donc c'est un peu partout. Mais nous facilitons, donc nous assurons le lien entre ces ONG et ces malades-là pour leur permettre de bénéficier de cette prise en charge. Et vraiment, c'est l'occasion de remercier tout le monde et de remercier Médecins Sans Frontières aussi pour l'engagement qu'ils ont dans cette lutte-là. Donc, parce qu'en fait, ils ont dit le nomadisme devrait exister. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour éradiquer cette maladie, nous avons le devoir de le faire pour venir en aide à ceux qui sont déjà frappés, pour éviter que nos autres enfants puissent souffrir de cette maladie. Manaya famanu, naye, sanaya famanu,